Le café avait refroidi dans la main de Marcus Turner. Il était assis à la table de la cuisine, fixant la tasse comme si elle contenait les réponses dont il avait désespérément besoin. À l'étage, il entendait sa femme Rachel préparer leur fils de 5 ans pour la journée, le chaos matinal habituel. Trouver des chaussettes et convaincre un enfant de maternelle que oui, il devait vraiment se brosser les dents. Marcus avait 32 ans. Il était avocat en contentieux civil dans un cabinet de taille moyenne en centre-ville. Il avait bâti sa carrière sur sa capacité à lire les gens, à repérer les petites incohérences dans les témoignages qui faisaient s'effondrer des affaires entières. Mais dernièrement, il avait manqué quelque chose de crucial, quelque chose qui se passait juste sous son nez. Chez lui, cela avait commencé 3 semaines plus tôt. Le petit Spencer, nommé d'après le grand-père de Rachel, avait commencé à s'accrocher à Marcus tous les matins. Le garçon qui sautait autrefois du lit, excité d'aller à l'école, tremblait maintenant quand Marcus prenait sa mallette. La veille au matin avait été la pire. Spencer avait enroulé ses petits bras autour de la jambe de Marcus, des larmes coulant sur son visage, la voix brisée en suppliant « Papa, s'il te plaît, ne pars pas. Ils viennent, quand tu n'es pas là. Ils me font des choses terrifiantes. » Marcus s'était agenouillé, le cœur battant, et avait demandé qui étaient ces « ils ». Mais Spencer avait juste secoué la tête, se murant dans le silence comme le font les enfants traumatisés, comme si prononcer les mots pouvait rendre les monstres réels. Rachel avait balayé cela comme des cauchemars, une imagination trop vive. « Il a 5 ans, Marcus. Tu te souviens quand il croyait qu'il y avait des dinosaures dans le placard ?» Elle avait été distraite ces derniers temps, prenant des gardes supplémentaires à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Sa mère, Vivian Lehman, avait été malade et Rachel passait la plupart de son temps libre chez ses parents, de l'autre côté de la ville. Mais Marcus connaissait les cauchemars. Ce n'était pas des cauchemars, c'était de la peur. Il avait tout essayé. Vérifier la maison pour du monoxyde de carbone. Passer en revue les enregistrements de la caméra de surveillance pour la nounou, mais ils avaient retiré ces caméras 6 mois plus tôt. Quand Spencer avait commencé l'école à temps plein, il avait interrogé les voisins, demandant négligemment s'ils avaient vu quelqu'un autour de la maison. Rien la nuit précédente. Incapable de dormir, Marcus avait fait ce qu'il savait faire de mieux. Il avait constitué un dossier d'affaires, il avait noté chaque incident. Chaque fois que Spencer avait montré des signes de détresse, la chronologie était accablante. Tout avait commencé exactement au moment où le père de Rachel, Abraham Lehman, avait proposé d'aider plus souvent. Abraham avait 73 ans, un ancien facteur à la retraite qui avait toujours été bizarre. Marcus l'avait remarqué dès leur première rencontre, 8 ans plus tôt, quand lui et Rachel avaient dû commencer à sortir ensemble, la façon dont les yeux d'Abraham s'attardaient trop longtemps, la façon dont il faisait des commentaires qui semblaient innocents en surface mais qui mettaient Marcus mal à l'aise. Rachel était une si belle petite fille, avait-il dit une fois en montrant à Marcus des photos de famille. Je lui donnais le bain jusqu'à ses 10 ans. N'est-ce pas ce que font les bons pères? Marcus en avait parlé à Rachel une fois. Au début de leur mariage, elle s'était mise sur la défensive, en colère même. C'est de mon père que tu parles. Il est vieux jeu, c'est tout. Tu es paranoïaque? Alors Marcus avait enterré ses préoccupations, se disant qu'il exagérait. Abraham avait été à leur mariage, dans la salle d'accouchement quand Spencer était néant. Une présence fixe à chaque anniversaire et fête. Rachel lui faisait entièrement confiance, mais 3 semaines plus tôt, quand Vivian était tombée et s'était cassé la hanche, Abraham avait soudain eu beaucoup de temps libre, et Rachel, noyée dans la culpabilité et les responsabilités, avait donné à son père une clé de leur maison. Juste en cas d'urgence, avait-elle dit. Il peut vérifier sur Spencer si nous sommes tous les deux en retard ou s'il y a un problème avec la maison. Marcus avait objecté, mais faiblement. Quel genre de gendre refuse à son beau-père, dont la femme est blessée, une clé pour aider? Rachel était déjà stressée, et Marcus n'avait pas voulu se disputer. Maintenant, assis à la table de la cuisine, Marcus prit une décision. Il sortit son téléphone et envoya un message à son associé principal. Urgence familiale, besoin de congé maladie. On expliquera plus tard. Puis il envoya un message à Rachel. Pas en forme. Reste à la maison aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour nous. Quand Rachel descendit avec Spencer, Marcus était encore en pyjama, faisant une imitation convaincante de quelqu'un avec un virus à l'estomac. Rachel l'embrassa sur le front, lui dit de se reposer, et partit pour sa garde de 12 heures. Spencer observa son père avec de grands yeux incertains. « Tu restes » murmura le garçon. « Je reste » confirma Marcus. « Pourquoi ne vas-tu pas jouer dans ta chambre un moment ? Papa doit passer des appels. » Après que Spencer fut monté, Marcus agit rapidement.
Il installa son ordinateur portable dans la chambre d'amis, celle avec une vue claire sur le couloir et la porte de la chambre de Spencer. Il le positionna pour que la caméra capture quiconque s'approchant, puis il installa un petit enregistreur audio du genre qu'il utilisait pour les réunions clients dans le détecteur de fumée du couloir. À 9h30, tout était prêt. Marcus s'assit dans la chambre d'amis, la porte légèrement entrebâillée, l'ordinateur en train d'enregistrer, et attendit. La maison était silencieuse, sauf pour le bruit de Spencer jouant avec ses petites voitures à l'étage. Marcus pensa à son fils, à la façon dont Spencer riait aux blagues nulles, à la façon dont il insistait pour porter sa cape de Superman au supermarché, à la façon dont il avait récemment commencé à demander à Marcus de vérifier sous son lit tous les soirs, pas pour des monstres, mais pour les méchantes personnes. À 9h47, Marcus l'entendit, une clé glissant dans la serrure de la porte d'entrée. Son sang se glaça. Rachel ne rentrerait pas avant des heures. Il n'avait commandé aucune livraison. La seule autre personne avec une clé était... La porte d'entrée s'ouvrit. Marcus entendit des pas, délibérés et silencieux. Traversant le vestibule, il observa à travers la fente de la porte de la chambre d'amis, tandis qu'Abraham Lehman apparaissait en bas des escaliers. Le vieil homme portait un sac, pas un sac d'épicerie ou une boîte à outils, un sac de sport noir, du genre qui se ferme avec une fermeture éclair tout autour. Abraham s'arrêta, écoutant, puis il commença à monter les escaliers. Avec une détermination qui retournait l'estomac de Marcus, le vieil homme se dirigea droit vers la chambre de Spencer, sans frapper. Il poussa simplement la porte. Marcus entendit la voix de son fils, petit et terrifié. « Non, non, s'il te plaît, papa est là. Papa est à la maison. Papa est au travail. Spencer. » La voix d'Abraham flotta, calme et exercée, comme d'habitude. « Allons, ne rendons pas cela difficile. » Marcus se leva de la chambre d'amis, les mains stables malgré la rage qui brûlait dans ses veines. Il avait poursuivi assez d'affaires pour savoir l'importance des preuves de prendre quelqu'un sur le fait de ne pas agir trop tôt. Mais il avait aussi été père assez longtemps pour savoir quand la théorie rencontre la réalité. Il sortit de la chambre d'amis et marcha jusqu'au couloir, se tenant en haut des escaliers, où Abraham le verrait en se retournant. « Abraham, dit Marcus, la voix égale, que fais-tu dans ma maison ?» Le vieil homme se figea sur le seuil de la chambre de Spencer. Il se tourna lentement, et Marcus le vit. Le flash de panique, le calcul rapide, le passage de prédateur à proie. La main d'Abraham était encore sur le sac de sport. « Marcus, je pensais que Rachel avait dit que tu serais au travail. Je suis sûr qu'elle l'a dit. » Marcus fit un pas en avant. « Éloigne-toi de la chambre de mon fils. » Le visage d'Abraham passa par plusieurs expressions. Surprise, peur, puis quelque chose de plus laid, défiance. C'est un malentendu. Je suis venu vérifier sur le garçon. Rachel me l'a demandé. Elle ne l'a pas fait. Marcus sortit son téléphone, le leva. J'enregistre depuis que tu es entré. Chaque mot, chaque pas. La couleur quitta le visage d'Abraham. Spencer, appela Marcus sans quitter Abraham des yeux. Viens ici. Feston. Le garçon apparut sur le seuil, et Marcus vit tout, la peur, la honte, le soulagement que quelqu'un le croie. Enfin, Spencer courut devant Abraham et s'enroula autour des jambes de Marcus, comme il le faisait tous les matins. « Papa !» sanglota Spencer. « Il apporte l'appareil photo. Il me fait... » Marcus dit doucement, passant la main dans les cheveux de son fils. « Je sais... C'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Va dans ta chambre et ferme ma clé. Ne sors pas tant que je ne le dis pas. » Spencer courut, et Marcus entendit le clic de la serrure. Abraham avait retrouvé un peu de contenance. « Tu fais une erreur, Marcus. Quoi que ce garçon t'ait dit, il est confus. Les enfants ont une imagination si vive. Si tu portes des accusations, je ne porte pas d'accusations, interrompit Marcus. J'énonce des faits. Tu as utilisé une clé que tu n'étais pas autorisé à avoir. Tu es entré dans ma maison sans permission. Tu es allé dans la chambre de mon fils avec... Il hocha la tête vers le sac. Qu'y a-t-il dans le sac, Abraham? Rien. Des jouets. Je lui ai apporté des jouets. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je regarde? La main d'Abraham se resserra sur le sac. Je pense que je devrais partir. Je pense que tu devrais rester exactement où tu es. Marcus sortit à nouveau son téléphone et composa le 911. Abraham se précipita vers les escaliers, mais Marcus avait 32 ans et Abraham 73. Marcus n'eut même pas besoin de le toucher. Il se contenta de se placer sur son chemin, et le vieil homme trébucha en arrière. « 911, quelle est votre urgence? Mon nom est Marcus Turner.
J'ai un intrus dans ma maison qui tente d'accéder à la chambre de mon enfant mineur. Je le retiens jusqu'à l'arrivée de la police. Le visage d'Abraham passa du rouge au violet. Intrus, je suis le père de ta femme. Avec une clé que tu vas perdre, dit calmement Marcus. Il donna son adresse au dispatching, puis raccrocha. Les 10 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Marcus. Abraham essaya tout, menaces, marchandage, jouer la victime. Rachel ne te pardonnera jamais cela. Je suis un vieil homme avec une femme malade. Tu détruis ta famille pour rien. Mais Marcus avait passé des années dans des salles d'audience. Il savait comment opéraient les abuseurs, comment ils manipulaient et minimisaient. Il resta là, bloquant les escaliers, et ne dit rien. Quand la police arriva, Marcus leur remit son téléphone avec l'enregistrement audio. Il expliqua calmement, professionnellement, exactement ce qu'il avait vu. 2 agents emmenèrent Abraham dehors, tandis qu'une troisième, une femme nommée l'agent Dolores Kramer, parla avec Spencer. Marcus observa par la porte de Spencer, tandis que son fils, en mots hésitants, racontait à l'agent Kramer les Moments Photos, les jeux de toucher et les secrets spéciaux. Quand Rachel rentra à la maison 2 heures plus tard, rappelée par la police, Abraham était déjà au poste en train d'être fiché. Le sac de sport avait été ouvert. À l'intérieur, un appareil photo professionnel, des accessoires et des choses que Marcus ne pouvait même pas regarder sans se sentir malade. Rachel se tenait dans leur salon, le visage cendreux, tandis que l'agent Kramer expliquait ce qu'ils avaient trouvé. Ce que Spencer avait révélé. « Non » répétait Rachel. « Non, ce n'est pas possible. Pas mon père. Il y a une erreur. » Marcus regarda le monde de sa femme s'effondrer. Il ne ressentit aucune satisfaction d'avoir eu raison, seulement un chagrin profond, épuisant, pour ce qu'ils avaient tous perdu. Mais quand Rachel se tourna vers lui, les yeux pleins d'accusation, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Pourquoi as-tu fait cela sans me parler d'abord ?» Marcus sentit quelque chose durcir en lui. « J'ai essayé de te le dire, » répondit-il doucement. « Il y a 8 ans, le mois dernier, ce matin, tu ne voulais pas l'entendre. » Rachel tressaillit comme s'il l'avait giflé. L'agent Kramer s'éclaircit la gorge. « Madame Turner, je dois vous faire comprendre quelque chose. Votre mari a probablement sauvé la vie de votre fils aujourd'hui. Les matériaux que nous avons trouvés, le témoignage que Spencer nous a donné, ce n'était pas une première infraction. Votre père fait partie d'un réseau plus large que nous enquêtons. » La pièce devint silencieuse. « Quel réseau ?» demanda Marcus. L'agent Kramer le regarda, et Marcus vit l'épuisement dans ses yeux. Celui qui vient d'avoir vu trop de ténèbres. Nous suivons un groupe en ligne depuis 6 mois. Ils partagent du contenu impliquant des enfants. Nous n'avons pas pu identifier la plupart des victimes ou des auteurs. Les images étaient toujours recadrées, déguisées, mais l'un de nos techniciens a reconnu un motif de papier peint. Il correspondait à une maison que nous avions enquêtée il y a 3 ans, une maison appartenant à l'oncle de votre femme. Stanley Lehman. Rachel émit un son comme un animal blessé. Stanley, dit Marcus. L'oncle de Rachel, Stanley, celui qui vit dans l'Oregon. Il vivait dans l'Oregon. Il a déménagé dans une ville à environ 40 minutes d'ici, il y a 2 ans. L'agent Kramer sortit un dossier. Nous avons des raisons de croire qu'Abraham et Stanley collaborent avec d'autres. C'est beaucoup plus grand qu'un homme et un enfant. Marcus sentit le monde basculer. Combien ? Nous enquêtons encore, mais d'après ce que nous avons découvert jusqu'à présent, au moins 7 enfants au cours des 10 dernières années. Rachel s'assit lourdement sur le canapé, le visage gris. Mon père, mon oncle. Tout ce temps, l'expression de l'agent Kramer s'adoucit. Madame Turner, ce n'est pas votre faute. Ces hommes sont des manipulateurs habiles. Ils comptent sur la loyauté familiale, sur le fait que les gens ne veulent pas croire au pire. Mais votre mari a cru et il a agi. C'est ce qui compte maintenant. Après le départ de la police, Marcus et Rachel s'assirent en silence. À l'étage, Spencer dormait, épuisé par le traumatisme de la journée. Un conseiller viendrait le lendemain. Il y aurait des entretiens, des examens médico-légaux, des années de thérapie. « J'ai besoin que tu partes », dit enfin Rachel. Marcus regarda sa femme. « Quoi ? J'ai besoin de temps pour assimiler cela. Je ne peux pas te regarder en ce moment. » Rachel, j'ai protégé notre fils. Tu soupçonnais mon père d'être un pédophile et tu ne m'as rien dit. Sa voix se brisa. Tu m'as laissé envoyer Spencer seul avec lui. Tu m'as laissé lui faire confiance. Je n'étais pas sûr jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois que j'ai soulevé des préoccupations, tu m'as fermé parce que tu n'as jamais dit ce que tu pensais vraiment. Tu faisais juste des commentaires vagues sur le fait qu'il était bizarre. Si tu m'avais dit, tu ne m'aurais pas cru. Tu viens de le dire, tu ne veux toujours pas y croire. Rachel se leva.
tremblante. « Source, je le pense. Va rester ailleurs. J'ai besoin de respirer. » Marcus aurait pu se battre, aurait pu arguer que c'était aussi sa maison, qu'il n'avait rien fait de mal, mais il vit le chagrin, le choc et la rage dans les yeux de sa femme, et il comprit qu'elle avait besoin de blâmer quelqu'un, et que ce ne pouvait pas être son père. Pas encore, alors ce serait lui. Il monta, fit un sac, et embrassa le front endormi de Spencer. « Je reviendrai bientôt, » murmura-t-il. « Je te le promets. » En roulant vers un hôtel en centre-ville, le téléphone de Marcus vibra, un message d'un numéro inconnu. « Tu as fait une erreur aujourd'hui ? Puis un autre ? Tu aurais dû t'occuper de tes affaires ?» Marcus se gara sur le bas-côté, la main tremblante. Il appela l'agent Kramer. « Ils savent, » dit-il quand elle répondit. « Quelqu'un sait ce qui s'est passé aujourd'hui et il me menace. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Monsieur Turner, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Le réseau que nous enquêtons, ils sont organisés, ils se protègent mutuellement. S'ils pensent que vous êtes une menace pour leur opération, que dites-vous ? Je dis que vous devez être prudent, très prudent. Ce n'est pas fini. » Marcus s'assit dans sa voiture sur le parking de l'hôtel, son téléphone plein de menaces, son fils traumatisé, sa femme incapable de le regarder, et il réalisa que capturer Abraham n'avait été que le début. La chambre d'hôtel sentait l'eau de Javel et la vieille moquette. Marcus n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à revoir chaque détail de son interaction avec Abraham, chaque seconde de l'enregistrement, chaque implication de ce que l'agent Kramer avait dit. Un réseau, au moins 7 enfants. Ils se protègent mutuellement. À 6 heures du matin, son téléphone sonna. « Rachel, tu dois revenir, » dit-elle sans préambule. « Spencer n'arrête pas de pleurer. Il pense que tu es parti à cause de lui ?» Marcus fut dans sa voiture en quelques minutes. Quand il franchit la porte d'entrée, Spencer se jeta dans ses bras avec une telle force qu'ils faillirent tous deux tomber. « Tu es revenu ?» sanglota Spencer. « Tu es revenu ? Je reviendrai toujours. » Promit Marcus, croisant les yeux de Rachel par-dessus la tête de leur fils. « Toujours. » Rachel semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Nous devons parler après que Spencer sera parti à l'école. » « Il va à l'école ?» Le conseiller a dit que la routine est importante. Et nous avons une avocate pour enfants. Elle s'appelle Teresa Gregory. Elle vient à 9 heures pour nous parler à tous. La matinée fut un tourbillon de préparatifs. Spencer s'accrocha à Marcus comme une bernique, ne le laissait même pas aller aux toilettes seul. Quand ils eurent enfin mis le garçon dans le bus scolaire, avec une enseignante qui avait été briefée par le directeur, Marcus et Rachel restèrent sur la pelouse et regardèrent le bus s'éloigner. « Je suis désolé, » dit Rachel doucement. « Pour hier soir, pour tout, tu étais en état de choc. J'étais une lâche. » Elle se tourna vers lui, les yeux rougis. « Ma mère a appelé ce matin de l'hôpital. Ils lui ont dit pour l'arrestation de mon père. Elle nie tout, dit que tu l'as piégé, que tu l'as toujours détesté, que tu as probablement planté des preuves. » Marcus sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. « Tu crois ça ? » ?»« Non. » »« Mais Marcus, je dois te faire comprendre. Toute ma famille va s'en prendre à nous. Ma mère, mes tantes, mes cousins, ils se serrent déjà les coudes. Ils vont essayer de te détruire, nous détruire. Qu'ils essaient. Tu ne les connais pas, les Lehman, nous protégeons les nôtres. Même quand nous ne devrions pas, à 9 heures, Teresa Gregory arriva. Elle avait la cinquantaine, des yeux bienveillants et une attitude pragmatique qui mit immédiatement Marcus à l'aise. Elle expliqua le processus, l'entretien médico-légal que Spencer devrait faire, l'examen médical, la probabilité d'un procès. « Je dois vous préparer tous les deux, » dit Teresa. « Cela va empirer avant de s'améliorer. L'avocat d'Abraham va essayer de discréditer Spencer, de le faire passer pour confus ou coaché. Ils peindront Marcus comme un gendre vindicatif avec une rancune. Et s'il y a vraiment un réseau impliqué, ils auront des ressources que nous ne pouvons même pas imaginer. » « Quel genre de ressources ?» demanda Marcus. Teresa échangea un regard avec Rachel. « De l'argent. Des connexions politiques, des gens en position de pouvoir qui ont un intérêt à garder cela secret. » Marcus sentit quelque chose se mettre en place. « Les menaces que j'ai reçues hier soir, elles n'étaient pas aléatoires. »« Non !» acquiesça Teresa. « Elles ne l'étaient pas. C'est pourquoi je vais suggérer quelque chose qui pourrait sembler extrême. Je pense que vous devriez engager une sécurité privée et je pense que vous devriez commencer à documenter tout. Chaque interaction avec la famille Lehman, chaque menace, chaque tentative de contact. » Au cours de la semaine suivante, Marcus fit exactement cela. Il engagea Luther Bazet, un ancien agent du FBI qui dirigeait maintenant une petite firme d'investigation privée. Luther installa des caméras autour de leur maison,
leur donna de nouveaux téléphones avec messagerie cryptée et effectua des vérifications d'antécédents sur chaque membre de la famille Lehman. Ce qu'il trouva était troublant. Stanley Lehman, l'oncle dans l'Oregon, ou plutôt à 40 minutes d'ici, avait été licencié de 3 écoles différentes au cours d'une carrière de 30 ans, toujours pour comportement inapproprié avec des élèves, jamais inculpé, toujours réglé discrètement avec des accords de confidentialité et des indemnités. Le frère d'Abraham, Jonathan Lehman, avait été pasteur pour jeunes dans une méga-église dans les années 90. L'église avait fermé soudainement en 2002 et Jonathan avait déménagé en Floride. Quand Luther creusa plus profond, il trouva des dossiers judiciaires scellés et au moins 4 familles qui avaient signé des accords. Même la mère de Rachel, Vivian, avait un passé. Elle avait été infirmière scolaire et il y avait des plaintes de parents, des enfants rentrant avec des marques étranges, des histoires qui ne collaient pas. Rien de prouvé, mais assez de fumée pour suggérer un feu. C'est générationnel, dit Luther à Marcus et Rachel alors qu'ils étaient assis dans leur salon à revoir ces découvertes. Ce genre d'abus organisé, il se transmet, les parents conditionnent leurs enfants à l'accepter comme normal, et ces enfants grandissent pour devenir soit des abuseurs eux-mêmes, soit des complices. Rachel avait pâli. Tu dis que toute ma famille, je dis qu'il y a un schéma, et les schémas ne mentent pas. Ce soir-là, après que Rachel fut allée se coucher, Marcus s'assit dans son bureau et fit une liste, non seulement de suspects potentiels, mais de victimes. S'il y avait eu 7 enfants sur 10 ans et plusieurs abuseurs, le calcul était simple. Il devait y en avoir plus. Il commença par l'école de Spencer. Combien d'autres enfants Abraham avait-il eu accès ? La mère de Rachel lui avait parlé d'opportunités de volontariat. Abraham avait été un aide régulier à la bibliothèque de l'école, avait dirigé un club de photographie pour enfants, intéressé par la photographie de nature. Marcus se sentit malade. Il ouvrit le répertoire de l'école et commença à prendre des notes. Puis il élargit sa recherche, l'église d'Abraham, sa ligue de bowling, le centre communautaire où il jouait aux échecs. Partout où Marcus regardait, Abraham s'était positionné autour d'enfants. À 2 heures du matin, Marcus avait une carte sur son mur avec des photographies, des chronologies et des connexions. Il avait identifié au moins 15 enfants qui avaient eu un contact régulier avec Abraham au cours des 5 dernières années. Il était si concentré qu'il n'entendit pas Rachel entrer jusqu'à ce qu'elle parle. « Qu'est-ce que c'est ?» Marcus se tourna. Sa femme se tenait sur le seuil, fixant le mur d'évidence. « Je construis un dossier », dit simplement Marcus. « La police construit un dossier. La police est débordée. L'agent Kramer m'a dit qu'ils ont 2 détectives sur cela et qu'ils gèrent 30 autres affaires. Cela a besoin de quelqu'un qui s'en soucie. Rachel, quelqu'un qui ne laissera pas cela être étouffé. » Rachel s'approcha, étudiant les photographies. Ce sont des enfants de l'école de Spencer, de l'église d'Abraham et du centre communautaire. Rachel, il avait accès à des dizaines d'enfants. Et si Stanley et Jonathan étaient impliqués, s'il y a vraiment un réseau, tu ne peux pas faire cela seul. Je ne suis pas seul. J'ai Luther. Luther est un détective privé. Tu as besoin... Elle s'arrêta, réfléchissant. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend comment ces réseaux opèrent. Quelqu'un qui les a enquêtés avant. Marcus attendit. Rachel sortit son téléphone et composa un numéro. Albert. C'est Rachel. J'ai besoin d'appeler une faveur. 20 minutes plus tard, Rachel expliqua. Albert Reed était un journaliste d'investigation qui avait exposé un réseau de trafic d'enfants dans le Midwest 5 ans plus tôt. C'était le cousin de Rachel, le seul membre de la famille Lehman qui avait coupé les ponts avec eux après un incident dont Rachel n'avait jamais eu les détails. Si quelqu'un peut nous aider à naviguer cela, c'est Albert, dit Rachel. Il sait comment ils pensent, comment ils opèrent. Le lendemain matin, Albert Reed était assis dans leur salon. Il avait 45 ans, maigre et intense avec des yeux qui ne manquaient rien. « Laissez-moi être clair, dit Albert, si nous faisons cela, si nous allons vraiment après ces gens, votre vie telle que vous la connaissez est terminée. Ils vous ruineront financièrement, socialement, professionnellement. Ils vous feront regretter d'avoir ouvert la bouche. Ils m'ont déjà menacé, dit Marcus. C'était des avertissements. Attendez qu'ils commencent de vraiment. Albert sortit un ordinateur portable. Mais si vous êtes engagé, je peux aider. J'essaye d'exposer la famille Lehman depuis des années. Je n'ai juste jamais eu assez de preuves. Qu'est-ce qui t'a arrêté ? La mâchoire d'Albert se serra. Ma fille Émilie, elle a passé un été avec l'oncle Abraham quand elle avait 9 ans. Je ne savais pas. J'étais à l'étranger en mission et mon ex-femme pensait que ce serait bon pour Émilie de se connecter avec la famille. Quand je suis revenu, Émilie était différente. Ne voulait pas parler de l'été, a commencé à faire des cauchemars.
Marcus sentit son estomac chuter. « As-tu… » J'ai essayé. Aller à la police. Mais Émilie ne voulait pas parler. Viviane et Abraham ont tout nié. M'ont traité de père paranoïaque essayant d'aliéner ma fille. Mon ex-femme les a crus. J'ai perdu la garde dans le divorce. Où est Émilie maintenant? Morte. La voix d'Albert était plate. Suicide. Il y a 2 ans, elle avait 23 ans. La pièce devint silencieuse. Elle a laissé une note, continua Albert, me disant que j'avais raison, me disant ce qu'Abraham avait fait, ce que Stanley avait fait, ce que d'autres avaient fait. Elle m'a donné des noms, des dates, des détails, mais c'était trop tard pour que cela compte légalement. Le délai de prescription avait expiré pour tout. Rachel pleurait doucement. « Donc, oui, dit Albert en regardant Marcus, je vous aiderai. Non seulement parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que je veux que chaque salaud de ces gens paie pour ce qu'ils ont pris à ma fille. » Au cours du mois suivant, les 3 travaillèrent en secret. Albert utilisa ses contacts de journalistes pour accéder à des dossiers scellés, Luther utilisa ses connexions au FBI pour traquer les empreintes numériques, et Marcus, utilisant sa formation juridique, commença à construire un dossier étanche qui tiendrait en cours. Ce qu'ils découvrirent était pire que ce qu'aucun d'eux avait imaginé. Le réseau n'était pas seulement local, il était interétatique avec des membres dans 7 États. Ils utilisaient des applications de messagerie cryptées, des dépôts morts et un calendrier rotatif de rencontres où ils partageaient des victimes. Toute l'opération était coordonnée par quelqu'un qu'ils appelaient seulement le berger. C'est une référence religieuse, expliqua Albert. Ces groupes utilisent souvent un langage biblique pour justifier ce qu'ils font. Le berger s'occupe de son troupeau. « C'est malade ? Savons-nous qui est le berger ?» demanda Marcus. « Pas encore, mais nous sommes proches. » Puis, 6 semaines après l'arrestation d'Abraham, tout changea. Marcus reçut un appel de l'agent Kramer. « Vous devez vous asseoir pour cela. » Que s'est-il passé ? Abraham a été libéré sous caution. Un donateur anonyme a posté les 500 000. Il est sorti. Marcus sentit le sang quitter son visage. « Ce n'est pas possible. » Le juge a dit. Le juge a été outrepassé par quelqu'un plus haut. Marcus. Je ne sais pas qui ces gens connaissent, mais ils ont un pouvoir sérieux. Marcus raccrocha et appela immédiatement Rachel. « Nous devons partir maintenant ? Prends Spencer et va quelque part en sécurité. » Marcus. « Quoi ? Abraham est libre sous caution ? Je viens te chercher ?» Mais quand Marcus arriva dans leur allée, il y avait déjà une voiture garée là, la voiture d'Abraham. Marcus courut à l'intérieur pour trouver Abraham assis dans son salon, buvant du café, avec Rachel debout dans un coin, l'air terrifié. « Sors de ma maison » dit Marcus. Abraham sourit. C'était le sourire d'un homme qui savait qu'il avait tout le pouvoir. « En fait, c'est en partie la maison de ma fille. Je suis ici en tant qu'invité invité par elle. »« Je ne t'ai pas invité, » dit Rachel d'une voix tremblante. « Ta mère l'a fait. Elle a appelé Rachel et insisté pour que je vienne vous parler à tous les deux. Éclaircir ce malentendu ? » « Il n'y a pas de malentendu, » dit Marcus. « Tu es un abuseur d'enfants et tu vas en prison. » Le sourire d'Abraham ne vacilla pas. « Vraiment ? Parce que mon avocat semble penser autrement. Apparemment, il y a des problèmes avec vos preuves. L'enregistrement que tu as fait, il pourrait ne pas être admissible. Tu n'avais pas mon consentement pour m'enregistrer ?» Marcus sentit le froid l'envahir. Il avait été si concentré sur la capture d'Abraham, il n'avait pas considéré les subtilités légales et le témoignage de Spencer, continua Abraham, vient d'un enfant de 5 ans qui a clairement été coaché par son père, un père qui, de son propre aveu, nourrit des soupçons infondés à mon égard depuis des années. Un père qui a mis en place un piège élaboré pour me piéger. Tu es venu chez moi avec un sac plein de jouets et de livres pour mon petit-fils. C'est mon histoire et je m'y tiens. Et sans cet enregistrement, sans le témoignage coaché de Spencer, qu'avez-vous ? La parole d'un avocat paranoïaque avec des problèmes de contrôle. Marcus se précipita en avant, mais Rachel attrapa son bras. Abraham se leva. « Ajusta se veste. Voici ce qui va se passer. Vous allez abandonner ces accusations ridicules. Vous allez vous excuser auprès de ma famille pour la douleur et l'embarras que vous avez causés. Et nous allons tous avancer comme des gens civilisés. Et si je ne le fais pas, le sourire d'Abraham devint froid. Alors vous perdrez tout, votre carrière, votre réputation, votre mariage, votre fils. » Il regarda Rachel. « J'ai déjà parlé à d'excellents avocats en droit familial. Ils m'assurent qu'une grand-mère avec des préoccupations sur la garde, surtout une dont le gendre s'est révélé instable et paranoïaque. Un dossier très solide pour des droits de visite non supervisés. » Marcus vit rouge. Mais avant qu'il puisse bouger, Luther Baz apparut sur le seuil. « Je partirais maintenant si j'étais vous. » « Monsieur Le Mans, » dit calmement Luther,
Abraham regarda le détective privé, évaluant clairement s'il était une menace. « Ce n'est pas fini. »« Non, » dit doucement Marcus. « Ce n'est pas fini. » Après le départ d'Abraham, Marcus se tourna vers Rachel. « Savais-tu qu'il venait ? Ma mère a appelé, a dit qu'il voulait parler. Je lui ai dit non, mais elle lui a donné notre adresse quand même. Je ne pensais pas qu'il viendrait vraiment. » Marcus sortit son téléphone et appela Albert. « Nous devons accélérer le calendrier. Abraham fait des mouvements. Alors nous devrions aussi, » répondit Albert. « J'ai trouvé quelque chose sur le berger. Qui est-ce » Il y eut une pause. « Tu ne vas pas le croire. » Ce soir-là, Albert vint à la maison avec un dossier plein de documents. Il les étala sur la table de la salle à manger, des relevés bancaires, des actes de propriété, des papiers d'incorporation. « Le berger, » dit Albert, « n'est pas un qui... » C'est un quoi ? Spécifiquement un trust. Le trust familial Lehman établi en 1987 par le père d'Abraham. Marcus parcourut les documents. Un trust ne peut pas diriger un réseau criminel. Non, mais il peut le financer et il peut être contrôlé par des trustees. Veux-tu deviner qui sont les trustees actuels ? Rachel regarda les papiers et blanchit. Ma mère, l'oncle Stanley, l'oncle Jonathan et... corrigea Albert. J'ai été retiré quand j'ai commencé à poser des questions. Mais voici la partie intéressante. Le trust n'a pas seulement de l'argent, il a des propriétés, 7 propriétés dans 5 États. Et d'après l'enquête de Luther, au moins 3 de ces propriétés ont été utilisées comme lieu pour les activités du réseau. « Comment le sais-tu » demanda Marcus. Luther afficha des images sur son ordinateur portable. « J'ai surveillé la propriété la plus proche d'ici. C'est une ferme à environ 1 heure au nord. Enregistrée au trust, supposément vacante. Mais au cours du mois dernier, j'ai documenté 17 hommes différents visitant la propriété, y compris Abraham, y compris Stanley, et y compris quelqu'un d'autre que vous reconnaîtrez. » Il tourna l'écran de l'ordinateur. Marcus regarda des images granuleuses de voitures se garant devant une ferme isolée, des hommes en sortant, entrant dans le bâtiment, partant des heures plus tard. Puis Luther figea l'image. « Celui-ci est arrivé la semaine dernière. Le reconnaissez-vous » Marcus se pencha en avant et sentit son monde basculer. L'homme sur l'image était le juge Carl Saunders, le même juge qui avait présidé l'audience de caution d'Abraham, le même juge qui avait ordonné la libération d'Abraham malgré la gravité des accusations. « Oh mon Dieu !» murmura Rachel. « Ça empire !» dit Albert. « J'ai identifié 12 hommes qui ont visité cette propriété au cours des 6 derniers mois. 4 sont dans les forces de l'ordre. 3 sont des juges, 2 sont des procureurs, 1 est un sénateur d'État. » Marcus s'adossa, les implications le submergeant. « Nous ne pouvons pas passer par les canaux officiels. »« Non, » acquiesça Albert, « nous ne pouvons pas. N'importe qui à qui nous rapportons cela pourrait faire partie du réseau ou connaître quelqu'un qui en fait partie. Nous mettrions une cible sur notre dos et leur donnerions le temps de détruire les preuves. Alors, que faisons-nous » Luther et Albert échangèrent un regard. « Nous faisons ce qu'ils n'attendraient jamais. » dit Luther. « Nous rendons cela public. Contournons le système entièrement et exposons tout d'un coup norms, preuves, tout. Ils nous enterreront, dit Rachel. Ils essaieront, répondit Albert. Mais j'ai des contacts médiatiques, des médias nationaux que l'on ne peut pas acheter ou intimider. Si nous leur donnons une histoire aussi grosse, avec autant de preuves, ils la diffuseront. Et une fois qu'elle est dehors, elle ne peut pas être ignorée. Marcus pensa à Spencer, à Emily, aux 7 enfants qu'il connaissait et aux innombrables autres qu'il ne connaissait pas. Il pensa au visage suffisant d'Abraham, au juge sur les images de la ferme, à tout le système bâti pour protéger des monstres. « Combien de temps avons-nous pour préparer » demanda Marcus. « 2 semaines, dit Albert. « Je peux tout avoir prêt en 2 semaines ?» Mais Marcus, tu dois comprendre, une fois que nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Ces gens viendront après vous avec tout ce qu'ils ont. » Marcus regarda Rachel. Elle croisa ses yeux et hocha la tête. « 2 semaines, dit Marcus. Brûlons tout. » Les 2 semaines suivantes furent les plus intenses de la vie de Marcus. Le jour, il maintenait sa routine normale, allait au travail, allait chercher Spencer à l'école, avait des dîners maladroits avec Rachel pendant qu'il prétendait que tout allait bien. La nuit, il rencontrait Albert et Luther, construisant un dossier de preuves impossible à ignorer. Il l'appelait « Opération Lumière du jour ». Le plan était simple. Compiler tout ce qu'ils avaient, documents, images de surveillance, témoignages de victimes qu'Albert avait traquées au fil des ans, relevés financiers montrant comment le trust finançait le réseau.
et tout libérer simultanément à 3 grands médias et à la division des affaires internes du FBI. La clé est la redondance, expliqua Albert. Si nous le donnons à un média, il pourrait être pressuré pour tuer l'histoire, mais si nous le donnons à 3, plus les affaires internes, quelqu'un ira avec. Marcus travailla sur la documentation légale, s'assurant que chaque pièce de preuve était correctement annotée et sourcée. Luther géra la surveillance, recueillant plus d'images de la ferme et identifiant des membres supplémentaires du réseau. Et Albert travailla ses contacts médiatiques, les préparant pour la plus grande histoire de l'année. Mais au jour 9, quelque chose tourna mal. Marcus rentra pour trouver sa maison saccagée, meubles renversés, coussins tailladés, affaires éparpillées partout. Mais rien de volé. Ce n'était pas un cambriolage, c'était un message. Rachel et Spencer n'avaient pas été à la maison, ils étaient en thérapie. Ce que Marcus réalisa maintenant était la seule raison pour laquelle ils étaient en sécurité. Il appela Luther immédiatement. « Ils cherchent les preuves, » dit Luther. « Ils savent que nous construisons quelque chose. Comment ? Ça pourrait être n'importe quoi. Quelqu'un nous a vus surveiller. Quelqu'un a entendu quelque chose ?» Où Luther fit une pause. « Marcus, où est ton ordinateur portable ? Celui avec les dossiers ?» Marcus regarda autour du bureau détruit. « Je le garde verrouillé dans le coffre-fort. J'ai la clé sur moi. » Mais quand il ouvrit le coffre, l'ordinateur avait disparu. « Ils l'ont, » dit Marcus, se sentant malade. « Ils ont tout ?»« Pas tout, » dit Luther. « J'ai gardé des sauvegardes. Stockage cloud crypté. Ils ont une copie, mais nous en avons d'autres. Ce n'est pas le point. Ils savent, nous savons. Ils vont accélérer ce qu'ils planifient. Cette nuit-là, Marcus ne dormit pas. Il s'assit dans la chambre de Spencer, regardant son fils dormir, et pensa à ce que l'échec signifierait. Abraham de retour dans leur vie, le réseau continuant, plus d'enfants blessés. Le lendemain matin, il reçut un appel d'un numéro inconnu. « Monsieur Turner, mon nom est Guy O'Donnell. Je représente le trust familial Lehman. » Le sang de Marcus se glaça. « Comment avez-vous eu ce numéro ? Nous devons nous rencontrer aujourd'hui. J'ai une proposition que je pense vous trouverez très raisonnable. Je ne suis pas intéressé par ce que vous avez à dire, pas même si cela signifie protéger votre fils. Monsieur Turner, vous menez une bataille que vous ne pouvez pas gagner, mais vous pouvez vous en aller. Spencer peut avoir une vie normale, Rachel peut récupérer sa famille. Tout ce que vous avez à faire est d'arrêter cette croisade. Allez au diable, je serai au Starbucks sur la 5e et Main à 14h. Si vous n'êtes pas là, nous procédons à des mesures alternatives, et croyez-moi, vous n'aimerez pas ces mesures. » La ligne se coupa. Marcus convoqua une réunion d'urgence. Luther. Albert et Rachel se réunirent au bureau de Luther. « C'est un piège, » dit immédiatement Luther. « Évidemment, » acquiesça Marcus. « Mais quel genre de piège ? » Albert était déjà en train de chercher des informations sur Guy O'Donnell. C'est un fixe-tout. Travaille pour des familles riches qui ont besoin de faire disparaître des problèmes. Il est lié à au moins 3 cas d'intimidation de témoins que je connais. Donc, ils vont essayer de m'acheter ou de me menacer, dit Marcus. Ou de te tuer, ajouta Luther sans détour, s'ils sont assez désespérés. Rachel attrapa la main de Marcus. Tu ne peux pas y aller ? Si je n'y vais pas, ils viendront après nous d'une autre façon. Au moins comme cela, nous contrôlons la rencontre. Tu ne contrôles rien, dit Luther. Ces gens ont tout le pouvoir. Marcus, ils ont de l'argent, des connexions, les forces de l'ordre dans leurs poches. Qu'as-tu ? Marcos y pensa. Qu'avait-il ? Pas le pouvoir, pas les connexions, pas l'argent, mais il avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il avait la vérité, et il avait des gens qui se souciaient assez de cette vérité pour se battre pour elle. Je vous ai, dit Marcus à Luther et Albert, et chaque victime qui a été assez courageuse pour se manifester, ils ne peuvent pas nous tuer tous. Ils peuvent essayer, dit Albert sombrement. À 13h30, Marcus entra dans le Starbucks sur la 5e et Main. Luther était déjà là, assis à une table dans un coin avec un ordinateur portable enregistrant tout. Albert était dehors dans une voiture avec un scanner de police et une ligne directe vers l'agent Kramer, la seule flic qu'il pensait pouvoir encore faire confiance. Guy O'Donnell était facile à repérer. Costume coûteux, yeux de requin. Le genre d'homme qui avait vendu son âme il y a si longtemps qu'il avait oublié en avoir eu une. « Monsieur Turner », dit O'Donnell, gesturing vers le siège en face de lui. « Merci d'être venu. Dites ce que vous avez à dire. » O'Donnell fit glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, un chèque de 2 millions. Aussi un contrat, vous le signez. Vous acceptez d'abandonner toutes les accusations contre Abraham Lehman et tout autre membre de la famille Lehman. Vous acceptez de ne jamais parler publiquement de tout cela ? En retour,
Vous obtenez l'argent et nous garantissons que Spencer n'aura plus jamais de contact avec Abraham. Marcus ne toucha pas l'enveloppe. Et si je ne signe pas, alors nous procédons au plan B. Vous perdez votre emploi? Nous avons des amis dans votre cabinet qui trouveront une cause pour vous licencier. Vous perdez la garde de Spencer? Nous avons un juge qui nous doit une faveur et un psychologue qui témoignera que vous souffrez de delusions paranoïaques et vous perdez peut-être votre liberté. Nous avons des preuves que vous avez cambriolé la maison d'Abraham et planté des preuves fraude électronique. Intrusion, altération de preuves. C'est 10 ans minimum. Marcus sentit la rage monter, mais il garda sa voix égale. Rien de cela n'est vrai. Peu importe, nous avons des avocats qui peuvent le faire paraître vrai, et quand ce sera clarifié, si c'est jamais clarifié, Spencer aura 18 ans et votre vie sera terminée. Marcus s'adossa. Vous supposez que je me soucie plus de moi que d'arrêter vous? Tout le monde a un point de rupture. Monsieur Turner, même les héros autoproclamés? Peut-être, acquiesça Marcus. Mais vous avez mal calculé une chose? Et quoi donc? Je ne suis pas un héros. Je suis juste un père qui aime son fils. Et il n'y a rien, aucun montant d'argent, aucune menace, aucune conséquence qui me fera arrêter de le protéger. Le sourire d'O'Donnell s'effaça. Alors vous êtes un idiot. Probablement. Mais je suis un idiot avec des preuves. Avec des témoins, avec une documentation qui vous enterrera vous et tous ceux pour qui vous travaillez. Aviez des preuves? Corrigea O'Donnell. Nous avons récupéré votre ordinateur portable. Quoi que vous pensiez avoir, c'est parti. Marcus sortit son téléphone et le posa sur la table. Les sauvegardes cloud sont une merveilleuse chose. Tout comme les disques cryptés et les interrupteurs de l'homme mort, il observa attentivement le visage d'O'Donnell, vit le moment où l'homme réalisa que Marcus pourrait vraiment être un problème. Quel interrupteur de l'homme mort? Si je ne me connecte pas toutes les 12 heures, tout ce que j'ai est automatiquement libéré à une douzaine de médias et agences de l'ordre. Vous me tuez, vous faites disparaître cela et l'histoire éclate quand même. Probablement plus vite en fait, puisque ma mort serait assez suspecte. C'était un bluff? Marcus n'avait pas vraiment d'interrupteur de l'homme mort. Mais O'Donnell ne le savait pas. Vous êtes fou? Dit O'Donnell. Non, je suis motivé. Il y a une différence. O'Donnell se leva. Vous faites une terrible erreur. Je prendrai mes chances. Tandis qu'O'Donnell sortait, Luther s'approcha. Ça s'est mieux passé que prévu. Ou pire, dit Marcus. Nous venons de leur montrer que les menaces ne marchent pas. Maintenant, ils essaieront autre chose. Cette nuit-là, Marcus eut sa réponse sur ce que signifiait autre chose. Il reçut un appel de Rachel. Elle pleurait si fort qu'il pouvait à peine la comprendre. Ils l'ont pris. Marcus. Ils ont pris Spencer. Le monde de Marcus s'arrêta. Quoi? Comment? Je ne sais pas. Il était à l'école. Le directeur a dit qu'une femme est venue, a dit qu'elle était des services de protection de l'enfance, qu'il y avait eu un rapport d'abus. Elle avait des papiers, une pièce d'identité. Tout semblait légitime. Ils lui ont donné Spencer et oh mon Dieu, Marcus. Qu'ont-ils fait? Marcus courait déjà vers sa voiture. Appelle la police. Appelle Kramer. Appelle tout le monde. Mais quand il arriva à l'école, il y avait déjà 3 voitures de police. Et debout dans le bureau du directeur, l'air officiel et sympathique, se tenait une femme avec un badge des services de protection de l'enfance. « Monsieur Turner ?» dit-elle. « Je suis Carol Walker des services de protection de l'enfance. J'ai retiré votre fils de votre garde en attendant une enquête sur des allégations d'abus. » « Quelles allégations ? Votre beau-père, Abraham Lehman, a déposé une plainte affirmant que vous avez abusé physiquement de Spencer. Il a des photographies, des témoins, des dossiers médicaux. C'est un mensonge. C'est à nous de le déterminer. Spencer est actuellement en garde protectrice. Vous pourrez le voir une fois que nous aurons complété notre enquête. » Marcus sentit les murs se refermer. « Où est-il ? Je ne peux pas vous le dire. Vous devez me dire où est mon fils. En fait, je n'ai pas à le faire. Et si vous continuez à être agressif, Monsieur Turner, je devrais demander à ses agents de vous faire sortir des lieux. » Marcus regarda les flics, vit dans leurs yeux qu'il ferait exactement cela. Vit que le système fonctionnait exactement comme O'Donnell l'avait promis. Il appela Luther du parking. « Ils ont Spencer. Les services de protection l'ont pris. On dit qu'Abraham a déposé des allégations d'abus. Faux service ou vrai? Je ne sais pas. Elle avait des crédentials. Mais je m'en occupe. Je vérifierai si elle est légitime. Marcus, où es-tu? Dehors l'école, je ne sais pas quoi faire. Si je pousse trop, ils m'arrêteront. Si je ne le fais pas, respire, nous le trouverons. Je te le promets. » Mais 1 heure plus tard, Luther rappela avec de mauvaises nouvelles. « Carol Walker est réelle.
Elle travaille pour les services de protection. Mais Marcus, son ex-mari et Jonathan Lehman, l'oncle de Rachel, Marcus se sentit malade, ils l'ont atteinte ou elle était déjà compromise. Dans tous les cas, elle a l'autorité légale pour garder Spencer, et à moins que nous puissions prouver qu'elle agit de manière inappropriée. Nous accélérons le calendrier, dit Marcus. Nous libérons tout maintenant. Marcus, nous ne sommes pas prêts. Nous avons besoin d'une autre semaine. Trop. Nous n'avons pas une autre semaine. Ils ont mon fils? Il y eut un silence à l'autre bout. Puis, ok, je vais appeler Albert. Nous y allons ce soir. Ce soir-là, Marcus, Luther et Albert se réunirent dans un lieu sécurisé, une chambre d'hôtel que Luther avait louée sous un faux nom. Ils avaient 3 ordinateurs portables, 17 clés USB et un dossier de 5 cm d'épaisseur. Voici comment cela fonctionne, dit Albert. J'ai déjà briefé mes contacts au Times, au Poste et au journal. Ils sont en attente. Nous leur envoyons tout d'un coup documents, images, déclarations de témoins, relevés financiers. Ils auront exactement 6 heures pour revoir avant que nous le libérions sur les réseaux sociaux et les sites d'actualité alternatifs. La division des affaires internes du FBI reçoit le même paquet. Et pour Spencer, demanda Rachel, elle avait insisté pour être là malgré les préoccupations de Marcus. Une fois que cela éclate, les services de protection ne pourront pas le retenir, dit Luther. Les Lehman n'auront plus de pouvoir pour protéger Carol Walker. Et elle devra le libérer ou faire face à des accusations d'obstruction. Et si elle ne le fait pas, pressa Rachel. Personne ne répondit. Alors nous allons le chercher, dit doucement Marcus. Quoi qu'il en coûte, à 23 heures, ils appuyèrent sur envoyer 18 emails, chacun avec des centaines de pièces jointes lancées dans le vide. Marcus regarda les barres de progression, se sentant comme s'il regardait un compte à rebours de bombes. À 23h07, la première réponse vint du Times, Sainte Mère. C'est réel, Albert tapa en retour chaque mot, chaque document. Diffusez-le. À minuit, les 3 médias avaient confirmé qu'ils diffusaient l'histoire. Le Times allait avec dans leur édition du matin. Le Poste postait en ligne immédiatement. Le journal coordonnait avec leur équipe d'investigation. Et puis à 0h34. Quelque chose que ni Marcus ni Albert n'avaient anticipé se produisit. L'histoire devint virale. Quelqu'un au Poste avait posté un tweet. Breaking. Réseau d'abus sur enfants multi-États exposé. Des dizaines de figures prominentes impliquées. Histoire complète à venir. Il fut retweeté 10 000 fois en 30 minutes. Le téléphone de Marcus commença à sonner. Demande médiatique. Advocates, gens prétendant être des victimes ou connaître des victimes. C'était le chaos. Et puis à 1h15, Marcus reçut un appel d'un numéro qu'il reconnut, l'agent Kramer. Marcus, vous devez aller quelque part en sécurité maintenant. Pourquoi ? Que se passe-t-il? Le FBI vient de perquisitionner la ferme. 7 arrestations jusqu'à présent, y compris le juge Saunders, mais Abraham et Stanley sont en fuite. Et Marcus? Spencer n'est pas à l'installation des services de protection. Le cœur de Marcus s'arrêta. Que voulez-vous dire? Il n'est pas là. Carol Walker l'a déplacé. Nous ne savons pas où. Nous avons des gens qui cherchent bien. Mais Marcus? Je pense qu'Abraham l'a pris. Le téléphone glissa de la main de Marcus. Rachel l'attrapa, écouta un moment, puis blanchit. « Non » murmura-t-elle. « Non ! Non ! Non !» Luther était déjà sur son ordinateur portable, affichant un logiciel de traçage. « Spencer a-t-il son téléphone ?»« Ils l'ont pris quand les services l'ont ramassé, » dit Marcus. « Et sa montre intelligente, celle que tu lui as offerte pour son anniversaire. » Les yeux de Marcus s'élargirent. « Elle a un GPS. »« Oh mon Dieu, elle a un GPS. » Les doigts de Luther volèrent sur le clavier. « Si elle est encore chargée. S'ils ne l'ont pas trouvée, je l'ai. » Il bouge, se dirige vers le nord sur la route 9. C'est vers la ferme, dit Albert. Il fuit, dit Luther, probablement vers le Canada. S'ils franchissent la frontière, Marcus n'attendit pas d'entendre le reste. Il attrapa ses clés et courut. Marcus, appela Rachel après lui. Tu ne peux pas faire cela seul. Regarde-moi, il était dans sa voiture, le moteur rugissant, GPS affiché sur son téléphone, montrant l'emplacement de Spencer comme un point bleu en mouvement. Derrière lui, il entendit un autre moteur démarrer, la voiture de Luther. La route fut un flou. Marcus poussa sa voiture à des vitesses qu'il n'avait jamais tentées, zigzagant dans la circulation nocturne, grillant des feux rouges, concentré seulement sur ce point bleu qui représentait son fils. La voix de Luther vint par son téléphone sur haut-parleur. « Marcus, le FBI est en route. Ils peuvent t'intercepter, pas assez vite. »
Si tu confrontes Abraham toi-même, il pourrait blesser Spencer, il n'en aura pas l'occasion. Le point bleu s'arrêta de bouger. Marcus vit que c'était à une aire de repos, une de ces petites, miteuses sur les autoroutes rurales que personne n'utilise plus. Il s'y gara 5 minutes plus tard, éteignit ses phares et balaya le parking. Seulement 2 voitures. L'une était la berline d'Abraham, l'autre était une fourgonnette avec des plaques d'un autre état. Marcus sortit de sa voiture silencieusement. Luther se gara derrière lui, éteignant aussi ses lumières. « La police est à 10 minutes » murmura Luther. « Nous devrions attendre » Mais alors Marcus l'entendit, la voix de Spencer, et criant « Non, lâche-moi, je veux mon papa », Marcus courut. Les portes arrière de la fourgonnette étaient ouvertes. À l'intérieur, Marcus pouvait voir Abraham essayant de forcer Spencer dans un siège auto. Stanley était au volant, moteur en marche. « Spencer !» cria Marcus. Abraham se tourna. Pendant un moment, ils se fixèrent. Puis Abraham sourit ce même sourire malade et sortit quelque chose de sa veste, un pistolet. « J'espérais que tu viendrais » dit Abraham. « Ça nous évite de nous occuper de toi plus tard. » Marcus se figea. Chaque instinct lui criait de se précipiter pour protéger son fils. Mais Abraham avait le pistolet pointé sur la tête de Spencer. « Laisse-le partir » dit Marcus, forçant sa voix à rester calme. « C'est fini. Abraham, le FBI arrive. Tout ton réseau est en train d'être démantelé en ce moment. Il n'y a nulle part où fuir. Il y a toujours un endroit où fuir. Les gens avec nos ressources, nous avons des options que tu ne peux pas imaginer. Tu es un abuseur d'enfants de 73 ans avec un pistolet. Tu n'as pas de ressources. Tu n'as rien. » Le visage d'Abraham se tordit. « J'ai tout. J'ai construit cela. J'ai créé quelque chose de beau. Quelque chose qui donnait de la joie à des gens comme moi. Et toi, ce morceau de merde autoproclamé, tu l'as détruit. Ce n'était pas beau. C'était mal. Et tu le sais, qui es-tu pour décider ce qui est mal ? Un avocat qui pense être meilleur que tout le monde ? Je suis un père, dit simplement Marcus, et je mourrai avant de te laisser blesser mon fils à nouveau. » Le doigt d'Abraham se déplaça vers la gâchette, et puis 3 choses se produisirent en même temps. Luther plaqua Stanley par la porte du conducteur, le tirant hors de la fourgonnette. Spencer mordit la main d'Abraham, faisant couler du sang, et Marcus se précipita en avant plus vite qu'il n'avait jamais bougé de sa vie. Il heurta Abraham comme un joueur de football américain, repoussant le vieil homme. Le pistolet partit, la balle allant au hasard, brisant une vitre. Marcus ne s'arrêta pas. Il attrapa le poignet d'Abraham, le tordit fort jusqu'à entendre des os craquer, et le pistolet tomba, puis il frappa Abraham au visage 1 fois, 2 fois, 3 fois, des années de rage, de peur et de frustration se déversant. « Papa !» La voix de Spencer traversa le brouillard rouge. Marcus s'arrêta, regarda Abraham, ensanglanté et brisé au sol, et réalisa qu'il était sur le point de faire quelque chose qu'il ne pourrait pas retirer. Il recula, ramassa Spencer, serra son fils fort tandis que le garçon sanglotait dans son épaule. « Je t'ai... » murmura Marcus. « Je t'ai... » Des voitures de police hurlèrent dans le parking. Lumière clignotante. Des agents du FBI en sortirent, armes dégainées. Marcus les regarda arrêter Abraham, lui lire ses droits, le traîner. L'agent Kramer s'approcha de Marcus. « Vous allez bien ?»« Non, » dit honnêtement Marcus, « mais je vais m'en remettre. » Ils emmenèrent Spencer à l'hôpital pour un examen. Rachel les rejoignit là, et pour la première fois en mois, ils se serrèrent et pleurèrent. Au cours des 72 heures suivantes, l'ampleur complète du réseau apparut. Le FBI arrêta 23 hommes dans 5 États. Le juge Saunders fut radié et inculpé de 20 chefs de complot. Stanley Lehman fut trouvé essayant d'embarquer dans un vol pour le Mexique et arrêté à l'aéroport. Et Abraham Lehman, face à plus de 100 chefs d'accusation criminels, essaya de faire un accord. Il offrit de témoigner contre tout le monde, de donner des noms, des preuves. Le FBI lui dit d'aller au diable. Le procès dura 8 mois. Marcus témoigna. Spencer témoigna par un entretien enregistré qui fit pleurer le jury. 17 autres victimes se manifestèrent, certaines maintenant adultes, toutes avec des histoires qui peignaient un tableau d'abus systématiques. Organisé sur des décennies, le jury délibéra pendant 45 minutes. Coupable sur tous les chefs, Abraham Lehman fut condamné à 4 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Il mourut en prison 3 ans plus tard. Seul Stanley reçut la perpétuité aussi. Jonathan prit un accord de plaidoyer, mais obtint quand même 25 ans. Le juge Saunders en eut 15. Les autres, les procureurs, les flics, les hommes d'affaires, tous affrontèrent la justice sous diverses formes. Vivian Lehman n'admit jamais son rôle,
mais elle perdit l'accès à ses petits-enfants et le trust fut dissous, ses actifs saisis pour payer les compensations aux victimes. Carol Walker fut licenciée des services de protection et inculpée d'enlèvement et de complot. Elle purgea 18 mois et perdit sa licence. Et Marcus, Rachel et Spencer commencèrent lentement à guérir. Ils déménagèrent dans une nouvelle maison, une nouvelle ville où personne ne connaissait leur histoire. Spencer commença une thérapie avec un spécialiste des traumatismes infantiles. Rachel se reconnecta avec les parties de sa famille qui n'étaient pas des monstres, ce qui s'avéra être plus qu'elle ne pensait. Et Marcus reprit son métier d'avocat, mais maintenant il se spécialisait dans les affaires de défense des enfants. Pro bono, prenant les affaires que personne d'autre ne touchait, menant les combats qui devaient être menés au 5e anniversaire de cette nuit à l'ère de repos. Marcus s'assit dans son bureau regardant une photo encadrée. Elle montrait lui, Rachel et Spencer, maintenant 10 ans, à la plage, souriant et construisant des châteaux de sable. Spencer s'épanouissait, avait encore des cauchemars parfois, mais il était à l'école, avait des amis, jouait au football et surtout savait qu'il était aimé, protégé et cru. Il y eut un coup à la porte du bureau. Spencer passa la tête. « Papa, on peut jouer à la balle ?» Marcus sourit. Toujours. Tandis qu'ils sortaient ensemble, la main de Spencer dans la sienne. Marcus pensa à tout ce qu'ils avaient survécu, aux ténèbres qu'ils avaient affrontées et à la lumière qu'ils avaient trouvée de l'autre côté. Et il pensa à ce qu'Albert lui avait dit juste avant le début du procès. Le mal gagne quand les bonnes gens ne font rien. Tu as fait quelque chose? Tu as sauvé ton fils? Tu as sauvé 17 autres enfants? Tu as brisé un réseau qui opérait depuis 40 ans? Cela compte? Cela comptait? Cela compterait toujours? Et chaque soir, quand Marcus bordait Spencer au lit, quand son fils souriait et disait « Bonne nuit » et « Papa ici, je t'aime », Marcus savait qu'aucun montant d'argent, aucune menace, aucun système de pouvoir ne pourrait jamais lui enlever cela à nouveau, parce que certaines choses valaient la peine de se battre. Et la famille, la vraie famille, celle bâtie sur l'amour, la confiance et la protection, valaient tout. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. I'm getting laser toted? Help? Laser Dad toted? is just stunned to hell. Damn you, cut. Oh, that's not a laser. That's his tongue. Oh, that's his tongue? I thought he was There's shooting. another one. There's another one. Look out. He was making a pew noise, so I thought it was freaking laser toad. Oh, but it was HP over here. Oh, is it chicken? I want a chicken. There's a weird way over here. Please like a come maze. over here. Sorry. Hold I'm it just off really the excited. I'm seeing all the pad. cool stuff. There's so much cool stuff. There's a rhyme or reason to everything I say Oh. do. Now we go backward. Run it back. Run it back. Ooh, a maze. Big spot right here. Cake. Biggest. Also, Nom, nom, Purple nom. Moy. Oh, my ears. Ow. Got me through the tree. Bruh. How? What did... Okay, get ready to grab these and run. Oh! Towards you. Got forged. Yeah, same. Oh, the spin move. Ouch. Oh, double spin move. Since when double spin move? Let's go. Easy peasy. No, I drank Potion. Num 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 num. This way. Are the bubbles, like, really translucent on your guys' Yes. as well? Okay. You smashed the poor bunny. It's evil. Must die. Okay. Don't question it. They just die.
What's the range of the whip? Good. Mm. Whew. Oh, that almost got me. Ooh, we dropped a key. Let's go. Oh, man. Oh. Chuh. Look how laser toad. Sorry, guys, I'm coming. Okay. Okay. Chill. I just slightly leave you behind because I know you know how to get up here. Yeah, I know. Tab, you're not on the button. I not on button? Oh. No. Excusez-moi? If it does the flashy, you're not on it. Oh, I just jumped though. I didn't even move. Oh, these wither away. Oh, I'm in the goop. Oh, I'm in the goop. He's in the soup. Okay, I can get back up. We're good. Ew, get the. Thanks. Huh. Wait, can you just? Ow. Ow! my god! I'm getting smacked. They stand on ones that disappear. Oh my goodness. Apple. Delicious apple. Thank you, saved my life. Careful. Thank you, he's good. Yeah. Oh, that was cool. Oh, Ooh, A key. he. it won't let me up. Let me roll you. Come over to me, Sky. Chuh. 1 second. I gotta get back up here. Where are you? Oh, you're fine. You can continue to follow them. Oh. I thought you were all the way How down. do you get up there? Do you need to jump from here? Oh, yeah. Never mind. Oh, my depth. Oh, my depth. These all disappear, so run. Oh! Ah, There's an evil fork down here. Look out! It all went wrong. I'm going this way, I guess. Oh. what? Run. Come over here. Come over here. Just follow me. Running. A monkey. Running. No, monkey. Just broke I got into bonked on the chaos. side of the head as I was jumping. What happened? Oh. That's it. I'm doing it. No, Turt. Leave me be. Go right left. Oh. Sorry, I'm looking at some. Dragons, do you want to have them continue forward, and I will go to the glitch. Okay. Watch for the mongoose. Hi, songbird. Get To down the there. shop. Look out! Bonk. You get him out of here. He's got a second key. Dude, what's the brother Just for internet you, here? dragon. Oob. Just for you. Oh. What's that noise? Get into the shop. Are you talking about the one where you gotta bomb it in the little waterfall? No, this is just this one up here on the mushroom. The freaking crocodile down there. Dude. Run. Just gonna slap the poor. Otherwise, he wanted to chomp. A skull. Coinage? Stupid laser toad. Hey, give me that bubble. Please. Thank you. Oh. Oh, I see the door.
go, 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 go. Ooh. Ooh. Oh, a slingshot. That's more balls right now. I'm gonna do it. I'm gonna break it. Would you play? I wish I could just slap the. Oh, you can. But the, oh yeah. Nom 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 nom. Nom nom nom. Destroy this When you man's guys are poor done man's there, you soul. can just GG. Buy another I don't one. want to lose a life. No more. I mean, you're all low health, and this boss might kill you, so you're gonna lose a life if you're low anyway. Damn, died. Oh, I died. I got 0 lives now. I don't know how that's Hello possible, to but King Toad. Oh. Dude. So for him, we're gonna kill this little gem here, and then throw it into his mouth. If he looks down at us, we need to run away. So we need to run away. Go stand on these right here. Okay, okay, okay. Oh. he's targeting. Oh! Oh, he did the tongue swipe. Oh, I'm dead. Okay, now run away. Run away. Oh, now he's doing the slam. Oh, am I out of lives? Uh-oh. So you use your continue coin, and it'll bring you back here. Okay. He's looking over there. Why did he do that? He's not supposed to do that after we do the gem. He's looking. Whew. Kill the shard. Check the shard quick. Oh, no. Oh, my face. I was too slow. He's looking over at that side, so go to the left side. Oh. Big jump, big jump. He's gonna Oh, do he's all of them, gonna so go slam back. her. Get me out of here. Oh, oh, oh. Oh my god. This is nuts. And now we beat him up. You can leave that on the ground. We only need one.